Bonjour à tous et bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui qui a pour thème donc maîtriser l'annualisation et éviter les erreurs juridiques. Donc le webinaire va durer environ 1 heure. On a prévu un temps de questions-réponses en fin de session, donc n'hésitez pas à poster les questions directement sur le chat au fur et à mesure qu'elles vous arrivent. On les compilera, on essaiera d'en traiter un maximum, hein, selon le volume. On ne sera peut-être pas en mesure de tout prendre en charge tout de suite, mais on mettra de toute façon aussi à disposition une FAQ dans un deuxième temps. Hem et donc on va se lancer directement maintenant sur la présentation. Alors, je me présente, déjà de mon côté, donc Nicolas, consultant SIRH chez Staff& Go. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Staff& Go, c'est une solution, qui propose différents modules de gestion, des ressources humaines au niveau des entreprises, à la fois au niveau de l'embauche, de la partie, gestion des temps et de différents autres modules type entretien, communication. Et je suis aujourd'hui donc accompagné de Cécile, que je vais laisser se présenter et qui animera principalement en fait la session du jour. Bonjour à tous, merci à toi. Donc, je me présente, Cécile de Roin, je suis avocate et je suis cofondatrice de l'Académie RH, qui est un organisme de formation en ressources humaines. Alors, vous me connaissez peut-être sur les réseaux sociaux puisque je publie beaucoup d'infographies sur LinkedIn qui sont toutes regroupées dans un livre que je tiens là dans les mains sur cette photo. Merci Cécile. Alors le webinaire, il a pris racine en fait à partir du moment où on a fait une petite enquête, qu'on a réalisée auprès d'un grand nombre de professionnels des ressources humaines. On s'est rendu compte que, la pression réglementaire était vraiment un enjeu, plus que majeur pour la l'immense majorité des personnes, concernées. Donc on voit ici, hein, que, bon, je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais qu'il y a quand même une grosse tension par rapport à la réglementation, que les contraintes juridiques, administratives vont, accaparer, vraiment les personnes au niveau des ressources humaines et que, il y a une notion d'inconfort, voire même de risque, sur certains thèmes, donc notamment la gestion des heures supplémentaires, parfois également aussi les congés payés. Et donc, ça mène à parfois même se poser des questions sur, la fonction en elle-même. Est-ce qu'on est, encore, motivé pour affronter toutes ces contraintes? Et l'annualisation, c'est justement donc un des sujets où une erreur de paramétrage ou un accord mal, appliqué, mal compris peut transformer rapidement le quotidien en un cauchemar juridique. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner toutes les clés possibles pour que ce soit plus le cas. Et donc je vais laisser maintenant Cécile prendre la parole pour vous expliquer en détail ces différents thèmes. Merci à toi. Donc, on va se parler de l'annualisation aujourd'hui, qui est un sujet qui paraît simple sur le papier. On se dit: «Oui, c'est facile, j'annualise le temps de travail des salariés sur l'année». Comme ça, dit comme ça paraît facile, mais en fait, ça pose beaucoup de questions pratiques et on va voir ensemble, les pièges classiques, la jurisprudence et toutes les questions que vous pouvez vous poser, dans le cadre de cette annualisation. Donc petite définition pour, commencer, qu'est-ce que c'est l'annualisation? L'annualisation, c'est un dispositif, un aménagement du temps de travail qui va permettre d'aménager le temps de travail des salariés sur 12 mois consécutifs, donc sur une année. L'idée, c'est de sortir de la logique classique qui est prévue par le code où normalement les salariés, on aménage leur durée du travail sur la semaine. Un salarié, en principe, il est aux 35 heures et il fait des heures supplémentaires à la fin de la semaine civile. Grâce à l'annualisation, vous sortez de ce principe de base en permettant de calculer le temps de travail du salarié, non pas sur la semaine avec vraiment un temps de travail qui sera pile à 35 heures chaque semaine, mais sur l'année où en fait le salarié, il sera en moyenne sur 35 heures du coup, mais à l'année, mais pas avec des semaines à 35 heures pile, des semaines hautes et des semaines basses. C'est tout l'intérêt pour les entreprises, d'avoir une souplesse dans l'activité et dans le recours aux salariés sur les enfin sur l'application du temps de travail pour ces salariés. Alors comment on fait déjà pour aménager le temps de travail? Beaucoup pensent que parce qu'on l'a décidé, on peut le mettre en place. Ah ça, c'est la première erreur qu'on peut voir. L'annualisation, pour le mettre en place, il va falloir avoir un support juridique.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'accord de branche ou pas d'accord d'entreprise qui prévoit un mécanisme d'annualisation, vous ne pourrez pas mettre en place l'annualisation dans votre entreprise. Donc, on va regarder ce qu'on a au niveau de l'entreprise, on va regarder ce qu'on a au niveau de la branche. Si vous avez deux accords, un accord de branche et un accord d'entreprise qui prévoient tous les deux eh bien, un dispositif d'aménagement sur l'année, vous pouvez utiliser en priorité l'accord d'entreprise et laisser de côté l'accord de branche ou vous raccrocher à l'accord de branche si vous n'avez rien. L'accord de branche, souvent, il va avoir 2 modalités. Soit il vous donne un dispositif qui est complètement clé en main, c'est-à-dire que vous avez une sorte d'accord qui est déjà prêt, vous avez juste à l'appliquer en interne. Soit, l'accord de branche va vous dire que vous devez quand même passer par la négociation collective au sein de l'entreprise ou éventuellement une décision unilatérale au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre branche, dans quel cas vous êtes si vous n'avez pas du tout d'accord d'entreprise. Donc vous voyez ça, là, c'est la première erreur qu'on peut avoir, c'est se dire: «Je fais de l'aménagement en claquant des doigts», alors que non, il faut quand même un support juridique. C'est comme les forfaits jours, en fait. Vous voulez mettre en place du forfait jour, OK, vous pouvez le faire si vous avez un accord eh bien, c'est la même règle qui va s'appliquer pour l'annualisation. Donc ça, c'est le premier point. Alors on parle d'annualisation, mais en réalité, il existe plein de dispositifs, hein, qui permettent d'aménager le temps de travail. Ça peut être sur plusieurs semaines, ça peut être sur plusieurs mois et ça peut être à l'année. Si vous préférez une unité qui soit, plus petite que l'année, vous pouvez le faire, en fait. Ça s'appellera toujours un aménagement pluri-hebdomadaire sur plusieurs semaines. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous dire: «Moi, je veux que les salariés travaillent en moyenne 35 heures, non pas sur une semaine, mais sur 2 semaines». C'est ce qu'on appelle une quatorzaine. C'est une sorte de petit cycle, on l'appelle plus comme ça, mais c'est un petit cycle qui vous permet de dire: «Bah, tiens, tu vas faire une semaine à 40 heures, une semaine à 30 heures et puisque tu as fait 35 heures en moyenne, il y a pas d'heures sup à déclarer, donc moi j'ai pas besoin de payer d'heures supplémentaires ni de majoration. Donc ces aménagements, vous voyez, il en existe plusieurs. Si vous vous limitez à l'année, il faut un accord de branche ou d'entreprise, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez dépasser l'annualisation, parce qu'on peut le faire sur 2 années ou 3 années, ce que je ne recommande pas nécessairement parce que c'est assez compliqué sur un an, vous avez aussi la possibilité de le faire, mais seulement si une convention ou un accord de branche le prévoit. Autre question qu'on peut se poser, on se dit: «OK, j'ai mon accord d'entreprise qui prévoit que je peux mettre en place de l'annualisation» ou j'ai ma convention de branche qui me permet de le faire également. Comment je fais pour le mettre en place, dans l'entreprise? Alors là, il faudra faire attention en fonction de la situation de vos salariés, si c'est la première fois que vous mettez en place, de l'annualisation. Pour les contrats temps plein, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'avenant effectivement à faire signer à vos salariés parce que c'est une modalité finalement, d'aménagement du temps de travail. Votre salarié, tant que vous ne touchez pas à ces 35 heures, vous lui dites: «Bah, tu travailles à temps plein». Comment il va faire ses tremplins, ça va relever du pouvoir de direction de l'employeur. Donc si je négocie un accord collectif, l'accord collectif va s'appliquer à tous mes salariés à temps plein, même si au départ ça n'existait pas. Pour les salariés à temps partiel, en revanche, c'est pas la même chose. Un salarié à temps partiel, vous lui avez dit qu'il travaillait, X heures par semaine, vous pouvez pas lui dire du jour au lendemain: «On va annualiser ton temps de travail». L'avenant, pour le coup, sera obligatoire. Donc ça aussi, c'est l'autre règle à bien avoir en tête pour, éviter des erreurs puisque si jamais vous vous imposez un aménagement du temps de travail, par exemple à un salarié à temps partiel, sur une base annuelle, sans lui demander son accord, votre risque, c'est que le salarié, il vous demande une requalification sur une base temps plein. Donc si vous avez une requalif en base temps plein, la conséquence, c'est quoi? C'est de demander des rappels de salaire tout simplement sur une base temps plein pendant les 3 dernières années. Donc voilà pour le petit point, à avoir en tête sur ces règles-là. Donc si on regarde maintenant plus, particulièrement le fonctionnement de l'annualisation, maintenant que j'ai fait cette intro. L'annualisation, l'idée, c'est de se dire: «Mon salarié va travailler en moyenne 35 heures sur l'année». Mais chaque semaine, si je prends chaque semaine de manière isolée, il ne va pas faire 35 heures chaque semaine. Il y a des semaines où il fera plus, il fera 40 heures, 45 heures. Il faut bien entendu respecter les durées, maximales qui sont prévues par le code du travail, hein, ça ne change pas. Et il pourra aussi faire moins. Je pourrais lui dire, il y a des semaines à 30 heures, à 20 heures, voire des semaines qui ne sont pas travaillées, ça peut arriver. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, il ait réalisé 1 607 heures. Alors ça peut être, là j'ai mis 1 607 heures parce que c'est ce qui est prévu par le code du travail. Ça peut être un autre plafond qui sera fixé par, votre convention, votre accord collectif. Et si vous êtes sur, l'annualisation et que vous avez un salarié qui a fait ces 1 607 heures, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'il a travaillé en moyenne 35 heures.
Donc on ne lui doit pas d'heures sup, même si sur certaines semaines prises de manière isolée, on voit bien qu'il a travaillé plus de 35 heures. C'est ça l'intérêt de l'annualisation. En fait, vraiment l'objectif de l'annualisation, c'est de repousser le plus tard possible le moment où je vais calculer des heures supplémentaires. Au lieu de calculer des heures supplémentaires à la fin de chaque semaine civile, du lundi au dimanche, je vais calculer mes heures supplémentaires à la fin de l'année. Si le salarié a dépassé 1607 heures, il a travaillé plus que 35 heures en moyenne. Et dans ce cas-là, je vais être amenée à lui payer des heures supplémentaires en fin d'année, voire même parfois en cours d'année, si votre accord collectif le prévoit. Mais cette variabilité, cette variation que vous pouvez mettre en place dans, votre activité, elle est permise grâce à ce mécanisme d'annualisation et vous comprenez pourquoi ça a besoin d'être encadré parce qu'il faut qu'il y ait des règles qui soient fixées et le code du travail est muet, en la matière. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à la négociation collective, et bien la détermination de toutes ces règles qui vont s'appliquer dans le cadre de l'annualisation. De manière générale, retenez une chose, c'est qu'en matière de durée du travail, le législateur, donc le code du travail, il a un souhait, c'est que les entreprises fixent elles-mêmes leurs propres règles du jeu. Comme ça va vraiment coller parfaitement à l'organisation qui est propre à l'entreprise. Et le socle de règles communes, il est assez light. Il y a des mentions obligatoires, mais finalement, elles sont assez light. Et vous allez avoir autant de règles différentes sur l'annualisation que vous aurez d'accords collectifs différents. C'est pour ça que des fois, c'est très difficile si vous me posez une question sur votre annualisation, mais que j'ai pas votre accord sous les yeux, c'est très difficile pour moi de répondre parce que soit j'ai la réponse dans votre accord et il faudra utiliser, les règles qui ont été fixées par votre accord d'annualisation, soit justement il n'y a pas cette mention qui va figurer dans votre accord et on va chercher des règles qui sont celles qui sont, données par, la jurisprudence, qui a pu interpréter, des accords, sur l'annualisation. Donc le 1607 heures, il sort d'où exactement? Vous pourriez peut-être vous poser la question. Donc c'est, une limite que vous trouvez dans le code du travail et dans le code du travail, pourquoi on a fixé cette limite? Bah, parce qu'on part du principe que sur une année complète, on a 365 jours. Alors je sais, des fois ça change, mais peu importe. On va prendre le même nombre chaque année. On part du principe aussi qu'il y a 52 semaines de travail, ce qui veut dire 52 samedis, 52 dimanches, donc 104 jours de repos hebdomadaire. On va aussi, partir du principe que tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés payés et qu'il y a en moyenne, mais là non plus c'est pas parfait, hein, ça change en fonction des années, mais c'est une moyenne. Il y a en moyenne 7,8 jours fériés qui vont tomber sur un jour de la semaine, du lundi au vendredi. Pas ceux qui tombent le samedi et dimanche parce que j'ai déjà retiré de toute manière tous les samedis et dimanches. Et en fait, quand vous regardez sur une année complète, on se rend compte qu'il y a 228 jours qui potentiellement peuvent être travaillés par les salariés et si je le multiplie par 7 heures, je vois que j'arrive à, un compteur à 1 596 heures qu'on a arrondi à 1 600 et sur lequel on ajoute une journée de solidarité, ce qui permet d'aboutir aux 1 607 heures. Voilà, si vous vous demandez d'où vient le 1 607, c'est cette règle-là qui est prévue. Ne soyez pas étonnés si dans vos accords collectifs, parfois vous n'êtes pas sur cette méthode de calcul que vous avez sous les yeux, parce qu'une fois de plus, comme je vous le disais, il peut y avoir des méthodes de calcul qui seront un petit peu différentes dans vos accords d'entreprise, qui vont fixer des règles propres au secteur d'activité. Donc pour le cadre légal de l'annualisation, bah, on n'a pas grand-chose, mais on a quand même quelques mentions obligatoires à mettre dans nos accords. La première chose à indiquer, c'est la période de référence. Vous êtes en train de dire, nous, chez nous, les salariés, ils travaillent sur une base annuelle. Donc je vais dire que c'est une base de 12 mois et je vais préciser quelle est cette base annuelle. Est-ce que c'est l'année civile ou est-ce que c'est une autre année? Ça peut être l'année scolaire, par exemple, pourquoi pas, hein, vous commencez au 1er septembre, il y a pas de contrainte à faire, 1er septembre jusqu'à fin août. Ensuite, je vais devoir fixer ma fameuse limite annuelle pour mes heures supplémentaires. Alors ça peut être 1 607 heures, ça peut être moins, ça peut pas être plus, et je vais, dire, bah, toutes les heures qui sont faites au-dessus de 1 607 heures sont des heures sup. Je peux faire moins, je peux dire que ce sera par exemple 1 500 heures, ce qui veut dire que le salarié se déclenchera plus rapidement des heures supplémentaires. Mais je peux pas faire plus parce que sinon ça reviendrait, bah, à dire que, par exemple, pour un salarié à temps plein, les heures sup, ça se décompte à partir de 36 heures ou 37 heures. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de le faire sur la semaine, donc vous n'avez pas le droit de le faire non plus sur l'année, ça paraît cohérent.
Ensuite, vous pouvez, ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire, mais ça peut exister dans vos accords. Donc là, je vous invite à lire vos accords attentivement parce que c'est à l'intérieur que vous trouverez vos réponses. Vous aurez une limite hebdomadaire qui pourra être mise en place pour le décompte des heures supplémentaires. C'est pas obligatoire. On peut se dire, soit je décompte mes heures sup à la fin de l'année, soit je décompte mes heures sup sur la fin de l'année, mais aussi sur la semaine quand je dépasse un certain nombre d'heures sur la semaine, par exemple 39 heures. Je dois bien entendu fixer les délais de prévenance pour changer les horaires. Je dois prévoir tout ce qui concerne les arrivées, les départs et les absences. C'est là où il y a le plus de questions, hein, concrètement. Plus vous avez un accord qui est précis et qui est à jour, plus c'est facile de gérer de l'annualisation. Moins vous avez de règles qui sont fixées dans votre accord sur la gestion des absences, des départs, des arrivées, plus on s'arrache les cheveux parce qu'on ne sait pas quelle règle appliquer et il n'y a pas une seule règle qu'on pourrait appliquer, il y en a plein en fait. Et il n'y a pas de bonnes règles ou de mauvaises règles. Alors certaines sont données par la Cour de cassation, on s'en reparlera, mais dans d'autres cas, on n'a pas forcément toutes les règles qui sont fixées ni par le code ni par la jurisprudence, donc il va falloir interpréter et peut-être se tromper. Et dernier cas, qui est pas obligatoire non plus, que vous pourrez mettre en place, c'est la question du lissage de, la rémunération. Il faudra, l'organiser, si on veut lisser la rémunération pour éviter des aléas, en fait, sur le nombre d'heures travaillées par le salarié. Il faut le mettre en place dans l'accord. Au niveau des heures sup, donc pour, juste reprendre ce que je viens de vous dire, les heures supplémentaires, on peut avoir 2 méthodes de décompte. Soit vous faites un méthode de décompte à la semaine plus à l'année et on combine les 2. Alors à la semaine, c'est pas au-delà de 35 heures, hein. En général, on peut mettre une limite à la semaine qui est pas obligatoire, mais qui va plutôt être aux alentours de 39 heures, 40 heures et cetera et on se dit: «OK, si le salarié fait plus de 40 heures sur chaque semaine, bah, moi je considère que c'est déjà des heures sup et je peux les payer au fil de l'eau, déjà, sans attendre la fin de l'année». Pas du tout obligatoire. Par contre, le décompte des heures sup à la fin de l'année, là, pour le coup, c'est obligatoire. Si votre salarié a travaillé plus de 1 607 heures ou plus de, par exemple, 1 500 heures, si c'était la limite qui était fixée par votre accord, il faudra le payer en heures supplémentaires avec, bien entendu, les majorations qui vont aller avec. Donc voilà pour, les règles, vous voyez, sur les heures supplémentaires en cas d'annualisation qui ne sont pas les mêmes règles que, celles prévues pour les salariés qui, eux, sont aux 35 heures avec un décompte à la fin de la semaine. Je vais laisser la main à Nicolas maintenant pour qu'il puisse vous faire une petite démonstration sur l'outil, de l'interface qui vous permet de faire ces opérations. Oui, merci Cécile. En effet, donc là, on a vu pas mal de règles. On peut, très rapidement, commencer à se sentir un peu, submergé par toutes les modalités qu'il va falloir, mettre en application. Et donc là, bah, évidemment, la solution idéale, c'est d'avoir, un outil qui permette, l'application de ces différentes règles. Donc je vais vous présenter, donc la partie qu'on a, directement donc rajoutée dans, Staf& Go. Donc, c'est ce qu'on appelle le pilotage. Donc, première information évidemment, hein, c'est qu'on va, chercher à se câbler en fait sur l'accord interne ou conventionnel que vous allez appliquer, de votre côté. Donc avec, la possibilité de créer des pilotages. Ici, j'en ai créé un déjà pour pouvoir vous le présenter avec, donc la possibilité de rattacher les salariés qui sont concernés, de configurer la période si on n'est pas en année civile, hein, comme le disait Cécile tout à l'heure, on peut se câbler sur une année scolaire, on peut se câbler pour, correspondre à par exemple aux périodes de congés payés, qui vont de juin à mai de l'année suivante et cetera. Donc l'idée d'être, souple à ce niveau-là pour correspondre vraiment, à ce que vous allez appliquer de votre côté en termes d'accord d'annualisation. Je clique dessus, donc on va retrouver là un vrai pilotage qui va nous reprendre automatiquement donc les différents salariés qu'on a rattachés, avec des données qui vont être, implémentées directement depuis notre module de planning de gestion des temps, dans lequel on va renseigner les horaires de travail de nos effectifs. L'idée, c'est de retrouver ici, donc vraiment les informations clés qui vont vous permettre de savoir où on en est, parce que malheureusement, on ne peut pas attendre, parfois la fin de l'année pour se poser la question. Sinon, on risque de dériver et d'avoir des gros volumes d'heures, en plus ou en moins à gérer et de ne plus avoir le temps nécessaire pour mener les actions qui permettent de résoudre ces problématiques-là. Donc l'idée qu'on va avoir ici, déjà, de reprendre cette fameuse cible, hein, nos 1 607 heures qu'on va retrouver ici sur certains salariés, d'y appliquer des règles de calcul, notamment pour les personnes qui sont,
à temps partiel pour, réduire, le la cible ou bien de gérer aussi la notion d'entrée-sortie en cours de période d'annualisation pour là aussi affecter une cible proratisée automatiquement sans avoir à faire des calculs, manuellement au fur et à mesure des entrées, des sorties ou des salariés qui sont à temps partiel. Cécile l'avait très bien dit tout à l'heure, le principe de l'annualisation, c'est d'avoir des périodes hautes ou des périodes basses, bien souvent, hein, dans l'année, donc de ne pas avoir une gestion des horaires lisse, semaine après semaine et l'idée, c'est de pouvoir ici planifier donc l'année de travail de nos salariés pour pouvoir vérifier qu'on est raccord avec la cible attendue au niveau contractuel. On va avoir ensuite la notion de réaliser qui va s'implémenter donc automatiquement dès lors qu'une semaine aura été validée dans la saisie des temps et qui va nous permettre ensuite, en temps réel, de savoir où se situe, notre salarié. Donc est-ce qu'il est à un volume d'heures positif? Est-ce qu'il a un volume d'heures négatif par rapport à son horaire, contractuel? Ça permet à la fois d'éviter les éventuelles dérives et aussi, bah, de préparer les plannings des semaines futures pour adapter en faisant travailler un petit peu moins ceux qui ont un solde d'heures positif et un petit peu plus ceux qui ont un solde d'heures négatif. On a rajouté une notion d'écart par rapport à la grille, donc c'est la grille, c'est le planifié qu'on a pour le salarié. Ça permet de voir si, au-delà du fait que le salarié fasse des heures en plus par rapport à son horaire contractuel, est-ce qu'il respecte bien le temps qu'on lui avait planifié? Sous-entendu, bah, quand il est en période haute, il va avoir forcément un écart d'annualisation qui va s'incrémenter au fur et à mesure des semaines, mais pas ça peut être tout à fait logique par rapport à ce qu'on lui avait planifié et le salarié respecte strictement ses horaires attendus. Et enfin, une dernière information qu'on va retrouver là, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire sur les semaines qui n'ont pas encore été déclarées sur la période de l'annualisation. Donc, on a bien sûr la possibilité, hein, on va pas rentrer plus dans le détail là aujourd'hui, on va avoir différentes fonctionnalités supplémentaires. L'idée, c'est que si vous êtes intéressé par ce module de pilotage, vous pouvez bien sûr prendre contact avec nous pour avoir une démo, pour pouvoir poser des questions un peu plus un peu plus poussées. Vous avez même la possibilité de cliquer sur le petit lien qui s'affiche à l'écran pour nous solliciter pour une démonstration un peu plus personnalisée. Et je vais, laisser Cécile reprendre maintenant la main sur la suite de la présentation. Super, merci. Hop. Alors, on va continuer sur, un focus particulier sur les heures supplémentaires parce que c'est un sujet, qui pose beaucoup de questions, en interne. Donc on va, reprendre l'ensemble des règles. Déjà pour vous parler, du contingent annuel qui peut, être, voilà, quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, le contingent annuel d'heures supplémentaires. C'est, une règle qui va être fixée par votre accord d'entreprise ou d'établissement, votre accord de branche ou par le code du travail directement. Soyez pas étonnés si vous avez des contingents qui ne sont pas à 220 heures, mais qui sont au-dessus ou au-dessous en dessous. Pourquoi? Parce que le contingent, annuel, il peut être plus favorable ou moins favorable. On est sur des règles du bloc 3. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle, mais c'est des règles qui peuvent être et prévues de manière plus favorable ou moins favorable par accord d'entreprise. Donc au niveau, du contingent annuel et des heures sup de manière générale. Vous, ce qui vous concernez, c'est surtout les heures supplémentaires de manière générale. Le contingent annuel, c'est jamais une limite pour, empêcher les salariés de travailler au-dessus. C'est juste que ça déclenche des contreparties obligatoires en repos en plus pour les salariés. Vous serez plus souvent sur, un salarié, dans le cadre de l'annualisation qui va réaliser des heures sup. Les heures sup, elles sont majorées, pareil, selon des règles qui vont être différentes d'une entreprise à l'autre. Soit vous avez un accord collectif qui prévoit des majorations d'heures sup et vous appliquez votre accord collectif et uniquement votre accord collectif. Même si votre majoration des heures sup, c'est 10, c'est ce que vous allez devoir appliquer en fait, parce que c'est la règle qui a été fixée en interne par la voie de la négociation. Soit vous avez un accord, de branche qui prévoit, un taux de majoration qui peut être aussi moins favorable que ce que prévoit le code du travail. On applique l'accord de branche. Soit, vous avez, rien du tout. Pas d'accord de branche, pas d'accord, d'entreprise et dans ce cas, on applique les majorations, qui sont prévues par le code du travail et qu'on appelle le régime
par défaut. C'est vraiment celui qu'on applique si on n'a rien d'autre à appliquer. Et ça souvent on l'oublie, on a l'impression de on se dit: «Tiens, c'est bizarre, c'est 10 dans mon accord, mais du coup c'est moins favorable, donc je vais appliquer le code du travail». Non, en fait, sur ce point-là, on est encore une fois sur des règles du bloc 3, c'est-à-dire que si vous avez des dispositions qui sont prévues par accord d'entreprise, même si elles sont moins favorables, c'est celles-ci que vous devrez appliquer. Donc en principe, vos heures sup, vous les payez avec des majorations, donc c'est un paiement qui doit se réaliser. Par exception, le repos compensateur est possible. Alors attention, le repos compensateur, il n'est pas de droit pour le salarié. C'est-à-dire qu'un salarié qui fait des heures sup et à qui vous voulez, octroyer un repos compensateur, soit c'est prévu par un accord collectif d'entreprise, de branche ou d'établissement, hein, ça marche aussi. Et dans ce cas-là, le repos compensateur, sera, mis en place selon les modalités prévues par votre accord. Votre accord, il peut dire: «C'est toujours le repos compensateur et à défaut le paiement» ou «C'est d'abord le paiement et si le salarié le souhaite, un repos compensateur» ou «C'est d'abord le paiement et si, tout le monde est d'accord, le repos compensateur». Ça dépend de vos accords collectifs. Et ce qui est très important, et bien de comprendre, c'est que si vous n'avez pas d'accord collectif qui permet de faire du repos compensateur, en théorie, vous êtes, pas censé faire de repos compensateur puisqu'il faut une décision unilatérale de l'employeur, à défaut avec un avis conforme du CSE. Avis conforme, c'est pas simplement demander l'avis au CSE, c'est demander l'avis au CSE et faut que le CSE soit d'accord pour mettre en place du repos compensateur. C'est très encadré le repos compensateur, contrairement à ce qu'on pourrait, se dire, donc il faut bien penser à ça si vous le faites dans vos entreprises, que ce soit pour les salariés annualisés ou pas, hein, pour tout le monde. Pour les salariés annualisés, vous allez chercher la réponse du coup à votre question sur les majorations directement dans votre accord, par principe. S'il y a rien dans votre accord, vous appliquez, comme je vous le disais, les règles légales, pour pouvoir mettre en place, et bien, les mécanismes de majoration prévus par le code. Si vous n'avez pas de CSE, bah, l'avis conforme ne sera pas effectivement nécessaire. On a besoin d'un avis conforme quand il y a CSE, quand il y a pas de CSE, il y aura pas de il y aura pas besoin de demander l'avis. Ça, c'est valable, dans pas mal de textes. Alors, il y a toujours un doute, hein, un juge pourrait interpréter et dire: «Puisque vous n'avez pas l'avis conforme du CSE, vous ne pouvez pas le faire». Mais sur d'autres sujets, souvent ça passe quand, c'est l'avis conforme s'il existe, en fait, l'avis du CSE s'il existe. J'ai pas vu de jurisprudence sur, le défaut de CSE, donc à voir, peut-être qu'on en aura une, plus tard, mais pour le moment, j'ai l'impression que ça passe. Surtout, il y a peu de contentieux sur ce sujet parce qu'au final, le salarié, s'il a eu son repos compensateur, c'est vrai qu'il va pas aller faire un contentieux pour réclamer, le paiement de ses heures sup puisqu'il les a eues en repos. Donc il se dit: «Bon, bah, j'ai déjà eu quelque chose, je vais pas aller réclamer des heures sup que j'ai pas eues». C'est pour ça que des fois, il y a pas beaucoup de jurisprudence pour répondre à certaines de vos questions. Donc contingent annuel, ayez en tête, voilà, que c'est, du coup, une limite qui va exister dans les entreprises, mais qui n'empêche pas de réaliser des heures au-dessus du contingent. Et faut simplement penser à déclencher la c'est ce qu'on appelle la contrepartie obligatoire, en repos. Hem, voilà pour les majorations d'heures supplémentaires. Pour reprendre ce que je vous disais, vos majorations d'heures sup, ça c'est valable pour l'annualisation ou pas, hein, c'est valable pour tout. Vos majorations d'heures sup, il va falloir aller les chercher d'abord dans votre accord d'entreprise. Si vous n'avez rien dans votre accord d'entreprise, dans votre accord de branche et à défaut, si vous n'avez rien ni dans l'entreprise ni dans la branche, dans le code du travail. C'est, ce qu'on appelle, bah, l'articulation des règles, quand on est sur des sujets qui relèvent du bloc 3. Bon, pour faire simple, vous avez 3 blocs en droit du travail. Il y a une liste de sujets dans les blocs 1 et 2 sur lesquels vous ne pouvez rien faire par accord d'entreprise, c'est intouchable. Genre la classification, les rémunérations minimales, vous n'avez pas le droit de faire moins favorable par accord d'entreprise. Et sur tous les autres sujets, vous avez le droit de traiter, les sujets par accord d'entreprise et c'est votre accord d'entreprise qui s'appliquera en priorité. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à comprendre pourquoi on applique des règles moins favorables. C'est tout simplement parce que c'est pas une question de moins favorable, plus favorable, c'est juste une question de primauté de l'accord d'entreprise. Ça vaut pour beaucoup de sujets, hein. Je vous donne l'exemple sur les heures supplémentaires. Si vous avez des heures sup à 10 dans votre accord d'entreprise, je m'en fiche de savoir qu'il y a du 25 et du 50 dans le code du travail ou même dans votre accord de branche. C'est l'accord d'entreprise que j'applique. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui relève du bloc 3. C'est un peu technique, mais une fois qu'on a compris ça, il y a beaucoup de règles qu'on comprend beaucoup mieux, en droit du travail, surtout quand elles sont moins favorables aux salariés.
Donc les majorations, peuvent être soit en argent, soit, en repos, comme je vous le disais, selon les 3 modalités: accord d'entreprise, accord de branche ou décision unilatérale de l'employeur si, le CSE ne s'y oppose pas. Ce qui veut dire qu'1 heure supplémentaire à 25, soit je la paye 1 heure et je fais une majoration de 25 en argent, soit je donne 1 h 15 en repos. Ça, c'est les règles, sur le repos, sur les heures supplémentaires. Alors, quelles conséquences, sur les repos compensateurs de, remplacement et de manière générale sur les heures supplémentaires, sur le non-respect des règles en matière d'annualisation? C'est quoi vos risques concrètement? Pourquoi, tout le monde justement vous alerte sur les règles en matière de durée du travail? Parce que les enjeux derrière sont importants. Si jamais vous n'appliquez pas correctement un accord d'annualisation ou si vous avez un accord d'annualisation qui ne respecte pas, par exemple, les mentions obligatoires qui sont prévues par le code du travail. Et j'ai vu dans vos questions, comme ça je peux commencer à les traiter, que certains m'ont dit, tiens, moi, j'ai pas de règles sur les départs et les arrivées en cours d'année. J'ai pas de règles sur la programmation indicative. Ça n'existe plus, la programmation indicative dans les textes aujourd'hui pour les aménagements sur l'année. Par contre, sur la modulation, c'était effectivement une mention qui était obligatoire dans les anciens accords de modulation. Mais maintenant, on ne va plus les chercher. Donc, votre risque, votre premier risque, c'est que tout votre accord tombe. Si votre accord tombe, on fait comme s'il n'existait pas. Et si votre accord d'annualisation n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer pour le salarié? Il va dire, moi, j'ai travaillé 40 heures, 45 heures. J'aimerais avoir le paiement de toutes mes heures supplémentaires sur les 3 dernières années avec les majorations. Donc à chaque fois que j'ai travaillé plus de 35 heures, je vais demander des heures sup et les majorations. Donc ça, c'est le premier risque, c'est le risque le plus important. C'est ça qui va, faire que le salarié a envie de faire un contentieux, c'est d'aller récupérer toutes ces heures supplémentaires avec les majorations. Et comme je vous le dis, ça peut arriver si mon accord n'est pas conforme et ça peut arriver si mon accord est conforme et qu'il n'est pas respecté par l'employeur aussi, par exemple. Donc c'est vraiment le risque majeur. Pourquoi 3 ans? Parce que le code du travail prévoit que les rappels de salaire ne peuvent pas se faire au-delà de 3 ans. Donc ce sera toujours limité, à 3 ans. C'est le même risque que vous avez, sur des forfaits jours, hein. Si vous avez un forfait jour, on retombe toujours aux règles de base, c'est-à-dire un rappel d'heures sup sur 3 ans. Vous avez aussi un risque, si vous ne respectez pas les règles en matière de durée du travail, de contravention. Alors, c'est des contraventions, souvent de 4e classe, qui vont s'appliquer pour chaque salarié concerné. Donc ça, ça va être, si vous avez, ça va être le cas si vous avez un contrôle de l'inspecteur du travail, en fait, par exemple. Et votre risque aussi qui est assez important si on fait faire des heures sup aux salariés, qu'on ne les paye pas, par exemple, qu'on voit qu'elles existent et on ne fait rien et on ne les paye pas, où on les paye en plus, aux salariés, mais sans passer par le bulletin de paie. Vous voyez, tout ça, c'est des hypothèses de travail dissimulé et là, en cas de redressement URSSAF, vous avez un risque de majoration plus important et surtout côté salarié, ça peut permettre aux salariés d'obtenir une indemnité qui va correspondre à 6 mois de salaire minimum. Donc attention sur, effectivement toutes les règles de manière générale sur la durée du travail. On rigole pas parce que les enjeux sont très importants, parce que ça, c'est le risque pour un salarié, mais après vous pouvez multiplier par le nombre de salariés et ça vous donne une idée, et bien de votre risque contentieux que vous pourriez avoir pour pour l'ensemble de vos salariés qui sont concernés par le même accord collectif. Alors pourquoi on revient toujours aux 35 heures? Parce que je vous le disais, en fait, le code du travail, il prévoit de base que les salariés, même s'ils n'ont pas de contrat de travail écrit, parce qu'on n'est pas obligé de faire un contrat écrit, hein, pour un CDI à temps plein. On part du principe qu'il est payé à temps plein, 35 heures par semaine, qu'on lui décompte son temps de travail en heures et qu'on va calculer ses heures supplémentaires sur la semaine civile. Je peux sortir de toutes ces règles, mais si je le fais, je dois le faire correctement. Si je veux pas que mon salarié travaille à temps plein et que je veux qu'il fasse du temps partiel, aucun problème, je fais un contrat de temps partiel, je respecte les mentions obligatoires. Mon risque, si je ne respecte pas, c'est hop, je repars à la case départ, c'est-à-dire que je considère que le salarié est à temps plein et il va me demander un rappel de salaire. Si jamais je veux sortir du décompte en heures, je peux faire du décompte en jours, avec du forfait jour, si j'ai un accord collectif. Si je ne respecte pas, hop, je reviens sur un 35 heures, décompte en semaine civile. Et c'est exactement la même chose pour l'annualisation. Si je veux sortir du mode de décompte des heures supplémentaires sur la semaine civile, je peux le faire en prenant pour cadre, du coup, l'annualisation. Le seul problème, c'est que si
je le fais mal, si je ne respecte pas, si j'ai pas d'accord collectif pour le faire ou si j'ai un accord collectif qui n'est pas conforme, eh bien, je reviens à un décompte aux 35 heures par semaine avec un décompte sur, chaque semaine civile et le salarié peut me réclamer 3 années. Donc vous voyez, ça marche comme je vous le disais pour le forfait jour, ce risque-là, ça marche pour, les annualisations et ça marche aussi pour, tous les autres mécanismes qui existaient avant, les cycles, les modulations, l'annualisation avec RTT et cetera. Alors petite parenthèse sur l'annualisation avec RTT, parce que je vois que certaines me parlent de 39 heures avec des repos. L'annualisation en heures, où on dit à un salarié: «Il va travailler 1 507 heures», souvent c'est parce qu'il a des semaines hautes, des semaines basses. Mais il y a plusieurs dispositifs d'annualisation, c'est vrai. Quand vous donnez à un salarié des RTT sur l'année, c'est un dispositif d'annualisation aussi. Parce qu'un salarié que vous faites travailler 39 heures par semaine et à qui vous allez donner des RTT, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous lui dites: «Écoute, moi, tu viens chez moi, je te paye 35 heures. Dans les faits, tu vas en faire 39, ce qui veut dire que tu vas travailler 4 heures en plus. Sauf que ces 4 heures en plus, au lieu, eh bien, de te les payer avec les majorations, elles vont alimenter un compteur qui vont te permettre de te générer des RTT. Donc si tu travailles 39 heures, tu auras 23 RTT. Énorme, hein, par rapport à un forfait jour. Et ces RTT, si tu les poses sur l'année, je sais qu'en posant 23 RTT sur l'année, en moyenne, tu auras travaillé 35 heures. Pas plus. Parce que tu auras réduit, bah, la durée excessive que tu as fait chaque semaine, c'est-à-dire au-delà de 35 heures et les heures de la 36e heure à la 39e heure, je les donne intégralement en repos, ce qui fait que dans les faits, tu auras travaillé que 35 heures en moyenne. Ça, c'est de l'annualisation aussi, mais c'est pas la même annualisation que celle qui permet d'avoir des périodes hautes et des périodes basses. Donc l'annualisation avec des RTT, aucun problème si vous avez également, une fois de plus, un accord collectif qui le permet. Ce n'était pas l'objet voilà, de ce webinaire, mais je fais la parenthèse parce que ça reste de l'annualisation et parfois on se mélange les pinceaux. On se dit: «Ah, il est aux 39 heures, du coup, il a des RTT, c'est de l'annualisation», mais il n'a pas vraiment un compteur, variable. Il n'a pas de semaine haute, semaine basse. Il fait chaque semaine 39 heures. Donc c'est pas exactement la même situation. Et par contre, il est bien payé 35 heures comme un salarié qui est annualisé, qui lui aussi est payé 35 heures, pour une moyenne de 35 heures. Sur vos risques, du coup, en cas de non-respect du système d'annualisation, pour vous le schématiser par rapport à ce que je vous disais, si un salarié vous dit bah, le système il n'était pas bon, du coup, c'était pas de l'annualisation, ce qu'il va aller réclamer, c'est tout ce qui dépassait les 35 heures sur la semaine. Donc à chaque fois qu'il a travaillé plus de 35 heures, et c'est facile à prouver parce que vous l'avez fait pointer la plupart du temps, j'espère, eh bien, vous avez un salarié qui aura un décompte des heures supplémentaires à la semaine. Alors certains me demandent s'il faut décompter avec un badgeage ou pas. Ça dépend en fait. Soit vous avez un horaire collectif dans l'entreprise et c'est assez simple. Quand vous avez un horaire collectif, vous avez par exemple tout un service, toute une unité qui commence à telle heure, qui termine à telle heure, qui prend la pause déjeuner exactement à la même heure. Il n'y a aucune possibilité en gros de travailler plus. Il n'y a pas d'arrivée décalée de tous les salariés. On commence tous à la même heure et on termine tous à la même heure. Dans ce cas-là, il n'y a pas de décompte individuel à tenir. Donc pas de badgeuse, rien. On est tranquille. Il n'y a pas de relevé individuel à faire. Par contre, si vous avez des salariés qui doivent réaliser des semaines de 40 heures avec des horaires qui sont propres à eux, qui peuvent être amenés à commencer plus tôt, à finir plus tard, là, vous avez un décompte individuel qui sera nécessaire. Pourquoi? Tout simplement pour savoir combien d'heures il a travaillé à la fin de la semaine. Parce que comment vous pouvez savoir s'il a fait des heures sup si personne ne vérifie combien d'heures il a travaillé sur la journée, combien d'heures il a travaillé sur la semaine? Il faut que je puisse suivre le temps de travail de mes salariés. Ça, c'est une obligation globale, annualisation ou pas, hein. Pour vos salariés qui se font 35 heures, mais qui en réalité sont en horaire individuel, qui arrivent tous le matin, tous en décalé et qui repartent tous en décalé, il y a un moment pour savoir si mes salariés ont fait 35 heures, soit je fais un petit relevé individuel chaque jour avec un système, je ne sais pas, ça peut être un planning à la main, hein, comme vous voulez, soit je mets en place une badgeuse, une pointeuse, peu importe. Vous choisissez votre moyen de contrôle, mais il faut qu'il y ait un contrôle de la durée du travail de vos salariés, parce que c'est la première chose qui va être demandée déjà d'une par l'inspecteur du travail et aussi par le CSE. Et en cas de contentieux, c'est votre seul moyen de prouver que votre salarié, il a fait 35 heures et pas plus. Comment vous prouvez qu'un salarié, il n'a pas fait des heures supplémentaires si vous n'avez jamais contrôlé le temps de travail du salarié? Il faut que vous ayez ce contrôle-là qui soit réalisé. Donc voilà pour tout ce qui concerne les sanctions en cas d'annualisation.
Et pour la gestion des absences, je sais que ça c'est, pareil, un sujet qui génère beaucoup, beaucoup de questions parce que souvent les accords ne sont pas suffisamment précis et on est complètement perdu. Et ce qu'on voit bien, c'est que, bah, quand on a un salarié qui travaille 35 heures par semaine, c'est facile. Il est pas là, bah, on lui retire 35 heures et puis, pour, le décompte des heures supplémentaires, bon, il y a eu quelques modifications ces derniers mois sur le calcul des heures supplémentaires, notamment pour les congés payés. Mais bon, ça, c'est propre aux salariés qui ne sont pas annualisés. Pour l'annualisation, ça a soulevé beaucoup de questions et ça a généré beaucoup de contentieux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de réponse justement très précise. On a une tendance globale qui permet de comprendre quand même comment faire, surtout quand vous êtes sur ces hypothèses de période haute et que vous avez un salarié qui est absent. La première question, c'est comment gérer les absences pour maladie, la question la plus fréquente. L'autre question la plus fréquente, c'est comment gérer le salarié qui n'a pas encore eu tous ses congés payés. Alors, je vais vous répondre tout de suite sur le salarié qui n'a pas eu tous ses congés payés, parce que là, pour le coup, la jurisprudence a tranché et est assez claire. C'est pas parce qu'un salarié n'a pas pu poser des congés payés la première année parce qu'il n'en avait pas que vous allez pouvoir modifier son plafond, son seuil de déclenchement pour les heures supplémentaires. Donc en fait, pour ce salarié, le déclenchement des heures supplémentaires sera également à 1607 heures. On pourrait être tenté de se dire que puisqu'il n'a pas travaillé, il n'a pas eu ses congés payés, il a travaillé de fait plus que 1607 heures et on ne va pas lui déclencher les heures sup, ce qui pourrait paraître logique parce que le salarié qui est aux 35 heures, quand il fait 5 semaines en plus en 35 heures, on se dit il n'est pas payé plus que son salaire lycée en fait. Donc on pourrait se dire oui, c'est logique. Pour l'annualisation, et c'est une décision qui a été rendue pour la modulation, mais qu'on peut appliquer pour le reste, c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est-à-dire que puisque le code du travail fixe cette limite à 1607 heures, vous n'avez pas le droit d'y toucher et de l'augmenter de 5 semaines à 35 heures, ce qui pourrait être tentant. Donc là, voilà, j'ai vu qu'il y avait une question sur les congés payés, il n'y a pas d'ajustement, ça c'est une décision de la Cour de cassation qui nous le dit. C'est pas le code, hein, c'est la Cour de casse. Et pour la question des absences, là, on a encore de la jurisprudence qui vient régulièrement. Il y a encore eu un arrêt, il n'y a pas longtemps là, où, on voyait bien que les salariés, en fait, sur, la question de la gestion des absences maladie, eh bien, les employeurs sont encore un petit peu perdus. Pourquoi? Quand vous avez des salariés qui travaillent, je ne sais pas, 44 heures sur une semaine, c'est une semaine haute. Un salarié est absent. Pour, du coup, savoir comment traiter cette absence, il y a 2 questions à se poser. La première, c'est combien je lui retire sur sa paye? C'est-à-dire quelle est retenue sur absence je vais déclencher pour, le salarié. Et la deuxième, c'est, comment je gère le seuil de déclenchement des heures supplémentaires? C'est 2 questions différentes à se poser. Et c'est vrai que sur les salariés qui ont de la modulation, heu et on peut reporter à de l'annualisation, même si chez vous, c'est pas de la modulation. Ce qui a été retenu par la Cour de cassation, c'est que sur, la retenue pour absence, on fait au réel. C'est-à-dire que si le salarié aurait dû travailler 40 heures, on lui retire 40 heures. Par contre, on lui fait un maintien de salaire derrière sur 40 heures aussi, ce qui paraît logique, donc il ne perd pas. Par contre, pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, là où on pourrait se dire: «Je vais prendre en compte le nombre d'heures qui ont été réellement effectuées par les autres salariés sur la semaine», ça ne marche pas. Donc sur une semaine à 40 heures, 44 heures, je ne vais pas je vais pas retirer du seuil de déclenchement des heures supplémentaires 44 heures, je vais en retirer que 35. 35 parce que, bah, chez moi, c'est la moyenne de nombre d'heures travaillées, par les salariés dans le cadre de l'annualisation. Donc je prends l'horaire moyen, je ne prends pas l'horaire réel. Ça, je le fais que pour les semaines hautes. Pour les semaines basses, je le fais pas. Mais pour les semaines hautes, on a plusieurs jurisprudences qui vont toujours dans le même sens, où on comprend bien que d'un côté, il faut que j'abaisse le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avec une durée moyenne de 35 heures. Et de l'autre côté, pour ma retenue sur absence, par contre, là, je vais prendre en compte le temps réel et je vais maintenir le salaire sur la base du temps réellement manquant pour le salarié. Donc voilà les petites particularités sur l'annualisation, celles qui posent beaucoup de questions. Hem, Idéalement, il faut avoir un accord collectif, comme je vous le disais, qui traite de ces questions. Ça évite de se les poser après, mais c'est pas toujours le cas, ou souvent c'est pas clair, c'est traité, mais un petit peu à la va-vite et on ne sait pas comment l'appliquer et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des contentieux qui sont initiés par les salariés sur les retenues, pour absence. Après sur la gestion,
des salariés qui arrivent, en cours d'année, qui partent en cours d'année. S'il y a rien dans votre accord collectif, ça, c'est un problème parce que c'est une mention obligatoire déjà. Donc déjà, puisqu'il manque une mention obligatoire, on pourrait se poser la question de l'ensemble du mécanisme. Ça, c'est un point. Mais déjà, sur la situation particulière, sans remettre en cause tout le mécanisme d'annualisation, si un salarié voit qu'il n'y a pas de règles qui sont fixées sur la gestion des départs et des arrivées en cours d'année, mais vraiment pas du tout dans l'accord collectif, bah, qu'est-ce qu'on fait? Faute de règles qui sont prévues par cet accord, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement revenir à un décompte aux 35 heures pour ces salariés, en fait. Je vais décompter sur une base 35 heures à la semaine parce que j'ai rien d'autre qui me permet de faire autre chose. Donc je reviens, une fois de plus, à la règle classique qui va me permettre, de décompter ces heures-là. Donc voilà pour toutes ces hypothèses de départ, absence, congé qui donneront encore lieu à beaucoup de contentieux parce que, c'est toujours très flou pour les entreprises. Donc soyez pas étonnés si vous aussi vous êtes un petit peu perdus entre ce qu'il y a dans l'accord, ce qu'il y a dans la jurisprudence et puis le fait qu'il y a rien dans le code du travail. On n'est pas aidé pour traiter ces questions sur, les différents compteurs et sur les absences des salariés, dans le cadre de ces aménagements, sur plusieurs semaines. Hop, j'arrive à la dernière slide et on va avoir le temps du coup de prendre, eh bien, vos questions. C'est ça exactement. Je me permets juste avant de passer, aux questions, on propose aussi donc d'offrir un simulateur Excel qui permet de gérer, les calculs d'annualisation, qui va répondre en fait aux contraintes des, on va dire plutôt des petites structures, hein. Évidemment, on reste sur de l'Excel, donc la personnalisation des formules, la gestion du volume, c'est des éléments qui vont être, difficiles à gérer. Donc là, c'est déjà un simulateur comme plutôt comme une porte d'entrée sur la notion de pilotage d'annualisation, avant d'aller éventuellement sur des outils spécialement dédiés qui permettraient, une gestion plus affinée et plus en masse de ces problématiques-là. Et donc là, maintenant, on va passer à la partie donc de questions-réponses. Donc vous avez le petit lien pour télécharger le simulateur, hein, qui apparaît sur le. Alors, je remonte. J'en ai vu pas mal au début. Alors, si on n'a pas d'accord de branche et pas de représentation, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors l'annualisation, on ne pourra pas le faire si on n'a pas d'accord, ça c'est sûr. Après, si, on peut se contenter d'un mécanisme qui est en dessous de l'annualisation, on peut le faire. Sur la base du code du travail, personne ne le sait, mais on peut le faire, vous avez la possibilité d'aménager la durée du travail de vos salariés sur 4 semaines, dans n'importe quelle entreprise. Dans les petites structures, dans les grandes structures, même s'il n'y a rien dans vos accords d'entreprise et de branche, on peut appliquer le régime supplétif prévu par le code et se dire, bah, nous, on calcule la durée sur 4 semaines. On peut aller même jusqu'à 9 semaines dans les toutes petites boîtes de moins de 50. Par contre, pour être sur l'année, il vous faut impérativement un accord d'entreprise ou d'établissement. Donc, si vous n'avez pas de représentation dans l'entreprise, vous avez des modalités qui permettent eh bien, de négocier un accord collectif, même dans les toutes petites structures, hein. On peut avoir 3 salariés et faire un accord collectif avec un dispositif de référendum. Donc ça, c'est pas impossible. Ça nécessite quand même d'avoir un accord. Bon, quand on comprend pas très bien, qu'on n'a pas de service pour le mettre en place, de se faire accompagner. Mais une fois que c'est mis en place, ça a la même valeur qu'un accord collectif d'entreprise. Donc si on n'a pas d'accord de branche, on n'a rien, on peut quand même le faire. Il y a des entreprises, pour mettre en place du forfait jour, elles le font dans des entreprises, il y a 3 salariés. Et elles mettent en place un accord collectif d'entreprise par voie de référendum. Ensuite, je voyais qu'il y avait une question sur: est-ce qu'il est possible d'accorder des récup au lieu de faire des semaines basses? Alors en fait, les semaines basses, quand vous avez des semaines basses, ça revient déjà à donner de la récup par rapport à ce qui a été travaillé en trop par le salarié sur les autres semaines. Donc c'est déjà des jours, qui auront la nature de jours non travaillés dans un planning en fait pour le salarié. Après, si on entend par récup des récup qui sont à la main du salarié, ça, si votre dispositif le prévoit, pourquoi pas, hein, j'en ai vu, où le salarié, il a la possibilité de faire des récup. On revient même à ce qui ressemble plutôt, au mécanisme de RTT, en fait. Les RTT, ils génèrent des récup, des sortes de récup, où le salarié va pouvoir poser des JRTT pour diminuer son temps de travail. Donc ce dispositif-là, qui existait, qui était encadré, qui s'appelait avant les GRTT,
on peut le reprendre à l'identique, en faire un autre mécanisme assez différent et le mettre dans un accord collectif. Ça peut marcher tant qu'on respecte l'ensemble, enfin, du système au global, ça peut être un mécanisme qui permet de le faire. Alors sauf si les récup, c'est sur les heures sup. Là, dans ce cas-là, aucun souci. Hem, donc le salarié absent pour maladie, ça, c'est je l'ai évoqué. Les heures supplémentaires aussi, on a évoqué. Si rien n'est prévu dans l'accord sur la gestion des arrivées et des départs, comment faire? Bah, comme je vous le disais, c'est un peu embêtant s'il y a rien parce que c'est une mention qui est obligatoire dans, votre accord collectif. Donc s'il manque une mention obligatoire, potentiellement, ça pourrait remettre en cause, l'accord collectif dans son ensemble, si un salarié voulait attaquer là-dessus. Et sinon, ça pourrait au moins remettre en cause un mode de calcul qui serait pas très favorable pour le salarié en cas de départ, ou d'arrivée en cours d'année. Donc le plus simple, si on veut pas prendre de risques, dites-vous une chose, hein, quand on veut pas prendre de risques, on essaye de comprendre quel est, eh bien, le risque contentieux derrière. Votre risque contentieux, c'est quoi? Si vous a soit vous appliquez un accord d'annualisation et votre risque contentieux, c'est le paiement des heures sup et des majorations, soit vous vous mettez déjà en position où vous décomptez les heures sup à la semaine. Moi, si, en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, je calcule les heures supplémentaires à la semaine, mon risque contentieux, du coup, il disparaît. Parce que qu'est-ce qu'il va me demander le salarié sur cette année? Pas grand-chose. Il pourra demander au juge, il aurait pu demander au juge simplement un calcul sur cette base des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures. Si je lui donne déjà ça, avec les majorations, il ne se passera rien. Donc ça, je peux le faire. Ça m'évitera, un contentieux sur ce cas-là. Mais ça m'évitera pas nécessairement un contentieux plus large, ce sera à creuser, mais sur, le défaut d'une mention, obligatoire dans l'accord. Donc, si on peut le rattraper un jour, c'est pas mal de le rattraper, puis ça permet d'avoir des règles qui sont identiques pour, tout le monde. Question de Sébastien: si le salarié ne prend pas 5 semaines de congé sur l'année, est-ce qu'il faut réajuster les 1 607 à la hausse ou, à la baisse? Bah, du coup, on peut pas réajuster, en fait. Ce que je disais, c'est figé. C'est figé parce que le code les a figés et il y a un employeur qui avait tenté, de faire en sorte de changer le plafond en se disant: «Bon, bah, moi, c'est pas ça m'arrange pas, j'ai pas envie de payer d'heures sup juste parce qu'il a travaillé les 5 semaines qu'il a pas eu en congé payé» et il a pas obtenu gain de cause. Ce qui peut paraître un peu injuste par rapport à un salarié, comme je vous le disais, qui ferait la première année aux 35 heures. Vous faites une année complète, vous êtes aux 35 heures avec des heures sup à la semaine et sur votre première année, vous allez faire 5 semaines de plus que les autres salariés, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que, bah, c'est votre première année et vous n'avez pas encore de congés payés, vous les gardez pour l'année prochaine. Vous allez pas être payé en heures sup, sur les 5 semaines, hein. Vous allez être payé normalement. Donc ça pourrait paraître un petit peu injuste par rapport à ces salariés, mais c'est comme ça. Et autre point sur les congés payés, vous avez peut-être vu ce revirement, de la Cour de cassation du coup de septembre, 2025 où, la Cour de cassation, sous l'influence du droit européen, a désormais décidé que, toutes les hypothèses où le salarié était en congé payé sur la semaine et faisait des heures supplémentaires la même semaine, on allait partir du principe que les congés payés du salarié était assimilé à du temps de travail pour le déclenchement des heures supplémentaires. Cette décision, elle a été rendue pour un salarié qui travaillait à la semaine. Elle a aussi été rendue il n'y a pas longtemps pour un salarié qui travaille sur une quatorzaine. Ça ne veut pas dire à ce jour, attention, c'est à ce jour, que, il faut étendre cette décision aux salariés qui sont annualisés. Pourquoi? Parce que l'annualisation tient déjà compte, de la prise, en compte des congés payés et justement, cette position, si on regarde par rapport au droit européen, c'est pas conforme. Parce qu'on est en train de dire, quand tu es en congé payé, tu travailles pas, du coup, ça te déclenche pas d'heures sup. Je les ai retirées. Peut-être que ce sera changé, mais il faudrait changer la loi, là, pour le coup. Autant pour les 35 heures, on n'avait pas de loi, on n'avait pas le code du travail qui précisait, qu'en cas de congé payé sur la même semaine, il fallait faire ce calcul. Autant pour, l'annualisation, c'est dans vos accords collectifs, c'est dans le code. On voit bien que le seuil de déclenchement, c'est 1 607 parce qu'on a retiré, les congés payés. Donc, pour le moment, on reste comme ça, mais ça pourra peut-être changer les prochaines années. Heu Si jamais le salarié est en congé en maladie, donc ça on a vu, qu'est-ce qu'on reprend comme durée contractuelle? Bah, ça va être, au réel comme je vous le disais, pour les semaines, pour les retenues sur absence et puis ensuite pour la question du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ça peut être une moyenne quand on est sur la semaine haute.
Peut-on imposer la prise des heures effectuées en plus avant la fin de l'annualisation afin d'éviter de les payer? Ça dépend de votre accord. Les heures sup, c'est toujours pareil, comme je vous le disais, les heures su c'est tout ce qui va avoir la nature d'heures supplémentaires, qui seront décomptées en fin d'année, soit votre accord prévoit que c'est payé et il faudra les payer, vous n'avez pas le choix, soit votre accord prévoit que ce sera payé ou éventuellement prise sous forme, de repos compensateur, dans, le mois, dans les 3 mois ou dans l'année suivante, pourquoi pas. Ça peut être une modalité, de coût de prise des heures réalisées au-delà du contingent. Mais si vous avez rien dans votre accord, en principe, c'est payé. En principe, c'est payé à la fin de l'année, par nature, comme les heures sup à la fin de chaque semaine. Ensuite, il y a une question d'Isabelle. Sous Syntec, nous n'avons pas de pointage horaire, mais un pointage par jour. Une journée égale 7 heures. Est-ce qu'il faut passer en pointage horaire, même si à ce jour, personne ne réclame d'heures supplémentaires? Alors, quand tout va bien, tout va bien. Si vous avez aucun salarié qui demande des heures supplémentaires, tant mieux. Si vous avez des salariés qui ne demandent pas d'heures supplémentaires parce qu'il n'y a jamais d'heures supplémentaires réalisées, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque. En revanche, si vous avez des salariés qui ne demandent pas d'heures supplémentaires alors que vous savez qu'ils travaillent plus que la durée du travail pour laquelle vous les payez 35 heures, vous savez qu'ils en font 38, mais vous ne faites rien, là, il y a un petit sujet. Et ça, c'est une règle pareille que vous aurez en cas d'annualisation ou pas, dans tous les cas de figure. Si vous avez un salarié qui fait plus de 35 heures à la semaine et vous ne le faites pas pointer, mais vous savez qu'il fait des heures sup, parce que vous voyez bien qu'il ne respecte pas les horaires et qu'il fait plus, vous avez un risque contentieux quoi qu'il arrive. Et le salarié, si jamais il fait un contentieux, ça pareil, c'est valable dans tous les cas de figure, qu'est-ce qu'il va faire devant le juge? Il va dire, regardez, j'ai fait des heures sup, elles n'ont pas été payées. Et il va revenir avec ses petits relevés. Il va prouver, comme il peut, qu'il a fait des heures en plus et qu'elles n'ont pas été payées. Vous, si derrière, vous n'avez rien à montrer pour prouver qu'il n'a pas fait d'heures sup, comment vous prouvez qu'il n'a pas fait d'heures sup si vous n'avez pas fait de décompte? Le pointage, c'est avantageux pour l'employeur, pour le salarié, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le salarié, s'il pointe, bah, on sait que quand il travaille plus, il est payé plus. On sait qu'il ne dépasse pas les durées max et on sait qu'il respecte les repos quotidiens. Avantageux pour lui et avantageux pour vous parce que vous avez la preuve que vous avez respecté les repos quotidiens, hebdomadaires, que vous avez respecté les durées max sur la journée, sur la semaine et que vous avez payé les heures supplémentaires lorsqu'elles existent. Parce que sinon, ce sera l'épreuve du salarié contre rien du tout en face. Et bah, probablement, le salarié obtiendra gain de cause parce que les juges acceptent souvent les petits carnets rédigés par le salarié à la mano pour, lorsqu'il a relevé lui-même ses horaires pour prouver qu'il a fait des heures en plus. Donc faites attention à ça. Même si personne ne réclame d'heures supplémentaires, c'est pas parce que personne ne demande quelque chose qu'il n'y a pas un risque contentieux dessus. Et une fois de plus, votre risque, au départ, c'est un salarié, mais après, il y a un risque de contagion, hein, quand le salarié est au courant, quand les autres salariés sont au courant qu'il y en a un qui a gagné, des milliers d'euros en cas de contentieux parce que les heures sup n'étaient pas payées, vous inquiétez pas qu'il va aller chercher le reste aussi, de ses collègues et l'info va tourner et les avocats, vont se charger de l'affaire puisqu'il suffira de dupliquer les conclusions pour, demander la même chose. J'en prends une dernière, je vois qu'il est 11h58. Pour l'annualisation, ah ça j'ai déjà répondu. La programmation indicative annuelle, c'est plus du coup, quelque chose qui va être vérifié puisque, ça a disparu du code du travail. En 2008, en fait, avant 2008, on avait les cycles, l'annualisation, les JRTT. C'était des dispositifs qui étaient prévus et figés dans le code du travail et le temps partiel modulé et il n'existait que ça. Et en fait, en 2008, on a tout scratché et le législateur il a dit OK, c'est bon, maintenant, vous faites vous-même vos règles. On va juste appeler ça aménagement plurihebdomadaire. Donc, les nouveaux aménagements plurihebdomadaires qui comprennent l'annualisation peuvent être mis en place sans cette programmation indicative. C'est plus obligatoire. Vous pouvez avoir. Par contre, il faudra nécessairement à un moment informer des horaires et des plages sur l'année, mais ça s'appelle plus comme ça et c'est les règles qui vont être fixées par votre accord collectif. Donc voilà, bon, on arrive à la fin. Je ne pourrais pas prendre malheureusement toutes les questions. J'ai essayé d'en prendre un maximum. Heu, Merci hop. beaucoup déjà Cécile. De toute façon, comme on l'avait, indiqué tout à l'heure, hein, on fera un FAQ pour que justement permettre aux questions qui n'ont pas encore été traitées, bah, de trouver une petite réponse derrière, hein, dans tous les cas. Parfait.
Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci particulièrement à Cécile pour sa présentation et bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous, une bonne journée et peut-être à bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.